Bon, chers amis et chers amis, quel plaisir de se revoir en présentiel, parce que c'est des mots nouveaux, distanciel, présentiel. Alors donc nous reprenons nos conférences, malgré la crise sanitaire. Nous avons quand même pu continuer notre activité par des vidéoconférences de 20 à 25 minutes pendant les 18 mois de la crise sanitaire en distanciel. Et aussi les notes de lecture, parce qu'on savait que certains étaient confinés chez eux. Ça leur permettait d'avoir des informations sur les livres. Et malheureusement, ils étaient obligés de commander les livres à Amazon. C'est pas trop notre tasse de thé, mais la culture, il faut scier par tous les moyens. Donc avant d'aborder le sujet de ce soir, qui interroge énormément de personnes, et moi-même, alors quelques informations. Alors jusqu'à la fin de l'année, il y aura une conférence sur les accidents de l'espace. Le ciel peut nous tomber sur la tête par notre ami Jean-Louis Heudier, astronome, donc le 18 novembre. Il y a une autre conférence, c'est les pouvoirs de l'esprit, par notre ami Henri Brock, directeur de laboratoire de zététique, le jeudi 2 décembre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la zététique, c'est de dénoncer les phénomènes paranormaux. Mais Henri Brock pourra mieux l'expliquer que ce que je pourrais le faire. Il se peut que notre programme peut être changé. Nous attendons la réponse pour la date de Pierre Berbancé, qui est reporter de guerre de l'humanité, qui était à Kaboul le mardi avant la débâcle des Américains du jeudi, et qui est, on ne sait pas s'il est rentré, il était encore à Kaboul pour faire... Pardon ? À Kaboul. Et puis aussi, il rentrait par Bagdad et il faisait aussi un reportage sur Bagdad. Donc, suivant ce qu'il va nous dire, je pense qu'il nous parlera donc de tous les événements de l'Afghanistan. Le 11 décembre à midi, nous avons prévu un repas républicain à Contes, parce qu'on n'a pas pu trouver de salle sur Nice, sur la laïcité, un hommage de la loi sur la laïcité du 9 décembre 1905, en sachant qu'aujourd'hui, la laïcité est de plus en plus remise en cause, y compris par le ministre de l'Éducation nationale. Nous reprenons aussi les séminaires. Vous recevrez là le programme. Il est distribué tout en bas. Donc cela se déroulera au campus de Saint-Jean-d'Angély sur le thème « Le néolibéralisme contre la démocratie ». Donc là, vous recevrez des précisions. Alors ce soir, nous recevons notre ami, le professeur Agbou, qui va nous parler du franc CFA, l'impérialisme monétaire, monnaie qui concerne quand même 15 pays, si je ne me trompe pas, africains. Sous la tutelle de la France, parce qu'on a vu qu'il y a des dévaluations qui ont été décidées par Macron, si je ne me trompe pas. Mais donc, le professeur pourra mieux nous expliquer. C'est pour démontrer aussi que le colonialisme, il existe toujours. Il y a deux rapports de l'ONG, de l'Oxfam, qui pointent l'enrichissement des banques privées sur les dettes des pays pauvres, notamment les pays d'Afrique. Et ça, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, c'est qu'il y a un rapport officiel. Donc, je passe la parole à notre ami Agbou, qui est professeur à l'université d'économie, si je ne me trompe pas. Oui, Saint-Quentin en Yvelines. Voilà. Bien. Avant qu'il ne commence, je vous demande de veiller à éteindre vos téléphones portables. Bien, merci. D'abord, je dis merci à l'association, à tous les organisateurs et surtout à vous tous qui êtes ici, vous qui avez sacrifié une partie de votre temps pour venir vous pencher sur le cas de l'Afrique. En considération de la contrainte temporelle, vous me permettez de faire l'économie de ces usages et je vais aller directement dans le sujet. Le titre c'est, comme vous le voyez, le franc CFA, vecteur du nazisme monétaire contre l'Afrique. C'est même plus violent que l'impérialisme monétaire dont on parle. De quoi s'agit-il? Je voudrais, avec votre permission, rappeler avec insistance
que ce pays qui est le vôtre, qu'on appelle la France, a connu le nazisme, certes, sous la forme violente, on voit partout le sang qui se verse, mais il y a un autre aspect qui est malheureusement peu connu, qu'on appelle le nazisme monétaire. C'est-à-dire que les Allemands, quand ils prennent un pays comme celui de la France, ils appliquent à la France ce qu'on appelle le nazisme monétaire. Et quand la France a été libérée grâce au concours des Africains, le général de Gaulle a appliqué le même nazisme monétaire à tous les pays d'Afrique depuis 1945 jusqu'à la seconde où je vous parle. Alors, je voudrais faire de l'économie du temps, mais déjà attirer votre attention qu'en 1960, regardez la Corée du Sud, le revenu par habitant qu'on appelle le PIB était de 690 $. Et des pays comme la Côte d'Ivoire, à cette époque, 1021, et ainsi tous les pays de la zone franc CFA. À l'instant où je vous parle, vous pouvez voir sur Internet, le revenu par habitant de la Corée du Sud, vous voyez bien que c'est autour de 41 000. Et des pays comme Centrafrique, à l'époque, aujourd'hui encore, c'est 840 ou bien 1000 $, pour ne pas trop perdre le temps. En Côte d'Ivoire, vous voyez, il y a un organisme qu'on appelle la BAD, la Banque africaine de développement. On estime que le taux de chômage varie entre 70 et 90% de la population. Ce n'est pas le prof que je suis qui le dit, ce sont des données officielles. Donc ici, je vais vous parler du nazisme monétaire. Vous voyez bien cet Allemand-là, celui qu'on appelait le négrier de l'Europe, celui qui est l'auteur même du nazisme monétaire sous la direction de Hitler, son mentor. Bien. Alors, regardez très bien. Vous voyez bien le nazi, Dr. Schaffer, qui est venu voir le gouverneur de la Banque centrale de France, qu'on appelle la Banque de France, pour dire « J'ai été désigné par notre Führer commissariat et pour diriger le commissariat du haut commandement militaire allemand auprès de la Banque de France. Je suis venu vous saluer et vous présenter mes collaborateurs » et il les présente. Et que dit le gouverneur de la Banque centrale de France? Ben, il ne peut que approuver. Ensuite, il y a l'amiral français François Daron qui avait approuvé l'établissement des commissaires allemands nazis à la Banque de France, aux devises et au commerce extérieur et l'institution d'un contrôle douanier aux frontières. En un mot, les nazis étaient partout. Bien. Et à partir de là, ça c'est, vous voyez bien, Pierre Arnoux, vous direz son bouquin, tout est dessus. Et il menait donc une politique économique. On ne prête que l'argent à des entreprises françaises qui sont là pour produire, pour servir la France. Non, pour servir l'Allemagne nazie. Bien. Et je passe un peu rapidement. Hein. Je peux vous laisser même le PowerPoint. Hein. Et quand la France a été libérée, voilà le général de Gaulle. Conformément à l'article, disons, conformément au décret, ce qu'on appelle le décret 45-01-36, qui a été publié en 1945, eh bien, le général de Gaulle, aidé par ses ministres que vous voici, à savoir le ministre des Finances, René Pleven, et le ministre des Colonies, en la personne de Jacques Susten, ils ont pris un décret pour créer le franc des colonies françaises d'Afrique, en abrégé le franc CFA. Je rappelle, dans tous les pays du monde, la monnaie appartient toujours et toujours au peuple, par voie de conséquence. Ce sont les représentants du peuple, qu'on appelle les parlementaires, c'est eux qui décident la création d'une monnaie. Pour que les Français que vous êtes puissent utiliser l'euro, il a fallu faire un référendum.
Et à 51%, les Français ont dit oui à l'euro. Et c'est pourquoi vous utilisez l'euro. En ce qui concerne les Africains, depuis 1947 jusqu'à la seconde, on n'a jamais demandé leur avis. On leur a imposé cette monnaie. Ça veut dire que cette monnaie est non seulement d'origine nazie, mais elle est anticonstitutionnelle. Bien. Et voilà tous les décrets qui sont là. Je gagne du temps, puisque malheureusement, voilà le journal officiel. Je rappelle, nous sommes dans un pays des droits. Dans un pays où, quand vous dites des bêtises, surtout il s'agit de l'État français, on peut m'arrêter. Voilà le livre que j'ai mis sur la place publique. On ne m'a jamais inquiété parce que tout ce que j'ai dit, il y a des références bibliographiques. Et je cite les officiels français, comme ceux-là. Je continue. La conséquence est logique. Ce qu'il faut retenir, le franc des colonies françaises d'Afrique est une monnaie à 100% de la France. C'est une monnaie coloniale qui appartient à 100% à la France. Exactement comme la monnaie coloniale allemande appartenait aux Allemands. Donc, comme ça appartient à la France, regardez, prenez comment on appelle la référence. Cette monnaie se produit non pas sur le vaste territoire africain, mais se produit à Chamalières, près de Clermont-Ferrand. Voilà les références téléphoniques. Vous pouvez prendre et appeler. Ils vous diront qu'effectivement, c'est nous qui produisons le franc CFA. Et comme ils produisent le franc CFA, c'est une entreprise, une imprimerie. Alors, il faut payer. Donc, par exemple, il faut payer combien? 25%. Par exemple, si les Africains demandent, on va dire 100 milliards, eh bien 25% de 100 milliards, c'est 25 milliards, 25 000 milliards. Mais la France n'a pas besoin des francs CFA puisque ça n'a pas cours légal ici. C'est-à-dire on n'utilise pas les francs CFA. Il faut convertir en euros. Et ça fait l'équivalent de plus de 38 milliards d'euros que la France verse, que les Africains versent à la France pour faire fonctionner cette entreprise. Ensuite, je vous avais parlé de l'anticonstitutionnalité dont je passe. C'est, comme dit l'ambassadeur, c'est un moyen pour faire le rayonnement de la France. Maintenant, depuis le général de Gaulle jusqu'à la seconde, c'est-à-dire jusqu'à Emmanuel Macron, en passant par François Hollande, tous, ils maintiennent le franc des colonies françaises d'Afrique. C'est ce que dit François Hollande, l'homme de gauche. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit le franc CFA, c'est ce qui nous lie à l'Afrique. Et c'est pourquoi j'y suis attaché. Ce n'est pas la France qui gère la zone monétaire, ce sont les Africains avec la France. Vous voyez la France en train de gérer la livre sterling avec l'Angleterre, la France en train de gérer le Naira du Nigeria avec le Nigeria. La réponse est non. François Hollande est en train de vous dire clairement, sans aucune ambiguïté, c'est une monnaie qui appartient à la France, la monnaie coloniale, et c'est la France qui la gère. C'est elle qui place ses pions, qu'on appelle les dirigeants. C'est ce qu'il est en train de dire. Alors, il dit que bon, nous sommes toujours favorables à cette organisation. Si les pays concernés veulent la faire évoluer, nous sommes toujours prêts à en regarder les conditions. Il ne s'agit pas de détruire les causes du mal, mais il faut aménager certaines susceptibilités, certains aspects visibles. C'est ce que Emmanuel Macron a fait le 19 décembre 2020. Non, 2019. On vous a dit qu'il y a eu changement, etc. Si vous voulez, dans les questions, je reviendrai dessus. Mais ça reste intact. Maintenant, comment ça se manifeste? Et la manifestation, d'abord, il faut voir la configuration. La Banque de France est la banque centrale de France qui a le trésor public, mais qui domine toutes les banques commerciales, c'est-à-dire la BNP, Société Générale, etc. Mais en même temps, elle domine les soi-disant banques centrales africaines, que ce soit la BCC, qui veut dire Banque centrale des Comores, la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et enfin la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Donc, c'est un système qui est mis en place. Et comme toute entreprise, ces banques centrales ont un conseil d'administration dans lequel siège la France. Et c'est la France qui a un droit de veto.
Donc, c'est la décision de la France qui compte. Comme je vous l'ai dit, c'est la France qui mène la politique monétaire et par voie de conséquence, c'est la France qui détermine quel est le niveau de développement socio-économique qu'il faut imposer à ces Africains-là. Tant que, malheureusement, vous n'avez pas compris, malgré toute votre bonne volonté, le mal demeure. Voilà Robert Julien qui a dirigé la banque de la BCEAO de 1962 jusqu'à 1974. Pour mémoire, tous ces pays-là ont eu leur indépendance politique en 1960. Donc ce ne sont pas des cadres qui manquaient. Mais c'était un système. Ensuite, le droit de veto statutaire de la France, je passe dessus, tout est là. Ensuite, le droit de veto à la BCEAO, par exemple, on vous dit, pour faire le changement des statuts, il faut l'unanimité. C'est-à-dire tous ceux qui sont au conseil d'administration. Or, je vous ai dit qu'il y a les Français. Donc, si les Français maintiennent le sous-développement, ils ne veulent pas du changement, ils n'ont qu'à voter contre, puis le système est fait. Mais on sait que le citoyen moyen, comme vous, on sait que vous ne savez pas ça. Voilà, par exemple, une représentation, il y a 2 Français. Mais ces 2 Français, même si on avait pris un Français, qu'on l'avait coupé en 1000 morceaux, et que c'est 1 centième de Français qui siégeait, comme ce centième de Français, il a le droit de veto, tout le système est bloqué. C'est bien huilé. Et c'est comme ça. Et pour y parvenir, il suffit de bien payer ces dirigeants-là, et puis c'est fini. Ensuite, alors là, la France donc détermine la politique monétaire, je passe dessus. Maintenant, il y a ce qu'ils ont appelé, ce qu'on appelle le comité de politique monétaire. Mais dans le comité de politique monétaire, il y a la France, qui a aussi droit de veto. Donc, tout ça, c'est pour maquiller. Voilà, par exemple, M. Christian Noyer, gouverneur de la Banque centrale de France, à l'époque, sous Hollande, qui dit la mise en œuvre de la limitation du financement monétaire des États, qui est une des règles de base de ces unions, crée une contrainte forte et salutaire pour les budgets de ces États. Il s'agit des États africains. D'autre part, l'exercice de surveillance multilatérale a incité à une plus grande discipline dans la gestion des finances publiques. Le dispositif de surveillance multilatérale doit se renforcer. Les crédits bancaires sont donc très limités dans la zone franc actuelle. Le ratio du crédit bancaire par rapport au PIB est de 23% contre 100% dans les pays de la zone euro, etc. En un mot, quiconque a des problèmes ici en France, ça c'est un secret. Vous prenez vos clics écrans, vous partez dans un pays africain de la zone franc CFA, vous allez voir comment vous allez vivre. Pourquoi? Parce que arrivé là-bas, vous allez vous inscrire au consulat et on vous demande qu'est-ce que tu es venu chercher. On dit, mais je suis venu me chercher, en tout cas trouver un niveau de vie. On dit, bon, il est hors de question de nous faire honte ici. Ici, c'est nous qui commandons. Si vous savez, si vous voulez être un menuisier, on dit, bah, allez faire votre programme. De combien avez-vous besoin? Si vous dites, j'ai besoin de, je dis n'importe quoi, 200 millions, des institutions fermes sont données, on vous donne les crédits bancaires, et puis vous vous installez, vous devenez le patron de votre propre entreprise. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Vous ne verrez jamais. Je crois qu'il y en a qui ont été, au moins, dans un pays comme Sénégal, Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, il peut soulever le doigt. Voilà. Est-ce que vous avez vu un Français qui vit mal là-bas? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je vous explique le système. Donc, on va avancer. Bien. Donc, ici, le financement monétaire, il est interdit aux Africains, mais pendant ce temps, Mario Draghi, il peut faire ce qu'on appelle le easing quantitatif, c'est-à-dire faire une expansion, une politique d'expansion monétaire. Je rappelle, vous pouvez vérifier, le taux d'intérêt directeur de la BCE et de la BCE, Banque Centrale Européenne, est de 0%. C'est-à-dire, les banques, la Banque Centrale de France, qui siège à la BCE, donne des instructions, dit, bon, les banques commerciales à vos banques, venez prendre l'argent gratuitement. S'ils ont pris l'argent gratuitement, comme par définition ce sont des banques commerciales, elles font du commerce, on dit, bon, madame, vous voulez 100 000 euros,
bon, moi je fais du commerce, je vais gagner sur vous 3%. Donc, comme lui, il a pris l'argent à 0%, plus 3%, ça fait, et on vous facture à 3%. Si lui, il avait pris l'argent à 1%, plus 3% qu'il veut gagner, il va vous facturer 4%. Et c'est comme ça. On continue. Vous allez poser des questions, je suis obligé d'aller plus vite. Ensuite, comme si, après avoir dirigé la thèse, ça ne suffisait pas, il y a 4 principes qui viennent renforcer. C'est ce qu'on appelle, c'est encore d'origine nazie. Quels sont ces 4 principes? Il y a ce qu'on appelle le clearing ou la centralisation des changes, la libre convertibilité des francs CFA, la fixité des parités et la libre transférabilité. Je vais les détailler. Pendant que la France était occupée, voilà Pierre Catala, qui était ministre de l'économie et des finances. Quel était le système? L'Allemagne nazie fait pression sur la France, vassaliser le gouvernement vassaliser à Paris. Donnez-nous par exemple tel bien pour, admettons n'importe, pour 100 millions de francs CFA, de francs français. Si c'est des pommes de terre, je fais exprès. Ce ne sont pas les ministres qui sont à Paris qui vont produire les pommes de terre. Donc, l'Allemagne nazie fait pression sur ce gouvernement. Et le gouvernement qui est vassalisé fait pression sur les agriculteurs. Il dit, bon, apportez-nous les pommes de terre pour l'équivalent de 100 millions. Et nous prenons l'argent de notre peuple, on vous paie cash. Et on envoie ces pommes de terre en Allemagne. Mais écoutez très bien le système, car les Allemands sont très intelligents. On dit, bon, voilà la France, vous venez de nous envoyer des pommes de terre pour l'équivalent de 100 millions, par exemple, de Deutschmark. On reconnaît, vous devez ces 100 millions de Deutschmark, mais écoutez très bien, on met un signe plus sur un compte que nous, les Allemands, nous avons ouvert pour vous, la France, à Berlin. Je reprends, car c'est le système qui s'applique à nous, les Africains. La France a envoyé pour l'équivalent de 100 millions de Deutschmark. Au lieu de payer la France, les Allemands prennent leur stylo, ils mettent un signe plus sur le compte que les Allemands ont ouvert à Berlin pour la France. C'est-à-dire, les Allemands disent, on reconnaît qu'on vous doit 100 millions. Seulement, vous ne pouvez utiliser ces 100 millions sous 2 conditions. Première condition, il faut que vous les Africains, vous les Français, vous importiez, c'est-à-dire vous achetez en Allemagne des produits dont vous avez besoin. Ça, c'est la première condition. Mais deuxième condition, la plus terrible, il faut que vous ayez l'autorisation de Hitler. Autorisation que Hitler n'a jamais donnée. Et les Français exportent seulement, c'est ce que nous dit Pierre Catala ici. Il dit, en vertu d'un accord qu'on appelle le clearing, intervenu en 1940, la France finance des exportations faites à destination de l'Allemagne. Ça veut dire que chaque fois qu'une usine française travaille pour le compte allemand, elle est créancière de l'État allemand auquel elle fait ses fournitures. Mais, en fait, c'est le Trésor français qui fait les avances nécessaires en francs français. Nous supportons les charges des exportations industrielles ou commerciales faites à destination de l'Allemagne. En contrepartie, nous avons un crédit en Allemagne, en marque. Ce crédit, nous ne pouvons en disposer que pour les paiements à faire à l'Allemagne. Donc, des charges supplémentaires pour notre trésorerie. Pour 1943, l'avance faite pour le clearing a pris des proportions inquiétantes. Alors que dans le courant des années précédentes, les sommes versées s'établissaient à 2 ou 3 milliards par mois, en septembre 1943, les avances ont atteint la somme de 7 milliards par mois, et ainsi de suite. Bien, je continue. Je vous ai dit, l'Allemagne n'a jamais donné son avis. Non, son avis favorable, donc les Français n'ont jamais récupéré l'argent qui se trouve en Allemagne pour eux. Et c'est ce que nous dit Pierre Arnoux.
Il dit l'institution et le fonctionnement du soi-disant accord de compensation valurent à l'Allemagne des avantages considérables. Grâce à lui, elle put acheter, disait très bien, gratuitement et sans limitation toutes les ressources françaises nécessaires à la poursuite de la guerre et à la subsistance de la population. Ça, c'est ce que la France a vécu ici. Ce n'est pas de la métaphore. Maintenant, je continue. Eh bien, le pillage maintenant, c'est ce qu'on appelle le clearing, mais désormais, ça s'appelle les comptes d'opération. Regardez bien, je cite ici Jean Boissonnant, non pas parce qu'il est un brillant journaliste, car il était un brillant journaliste, mais parce qu'il est membre du comité monétaire de la Banque centrale de France. Et il dit ceci, pratiquement toutes les décisions étaient prises à Paris. La zone franc a permis à la France de se fournir en certaines matières premières des Africains sans débourser de devises. Exactement comme les Allemands faisaient. Pour mémoire, si la France importe des biens en provenance du Ghana, en provenance du Nigeria, elle est obligée de puiser dans ses ressources, dans ses devises pour payer ces pays qui ne sont pas membres de la zone franc. Ici, c'est rien du tout, c'est gratuit. Parce que la France a ouvert pour ces pays un compte qu'on appelle les comptes d'opération. Et on fait obligation aux Africains d'exporter seulement. D'exporter vers la France, mais sans que la France ne paye. Donc, ici, voici l'accord. On dit que les États membres conviennent de mettre en commun leurs avoirs extérieurs dans un fonds de réserve de change. Ces réserves feront l'objet d'un dépôt auprès du Trésor français dans un compte courant dénommé compte d'opération. Et la Banque centrale africaine versera au compte d'opération les disponibilités qu'elle pourra se constituer en dehors de sa zone d'émission. Ça veut dire que ceci. Et je continue parce qu'il faut gagner du temps. De 1945 jusqu'à 1973, 100%, l'intégralité, la totalité de ce que les Africains gagnent lorsqu'ils vendent à l'extérieur, aux Américains, aux Japonais, tout ça, ça se paye en monnaie étrangère qu'on appelle les devises. Tout ça, c'est versé à la France. Et c'est de 1973 jusqu'à 2005, précisément le 20 septembre 2005, dans sa générosité légendaire, la France a dit « Oh, vous êtes nos amis les Africains. Ce n'est pas la peine de nous verser 100%. Donnez-nous simplement 65%. » C'est-à-dire, si vous avez vendu aux Américains 100 milliards de dollars, vous nous donnez 65 milliards. Et vous prenez les 35 milliards. Et ça, c'est ce que nous dit ici Mme Christine Lagarde, qui était ministre de l'économie et des finances. À l'instant où je vous parle, elle est ministre maintenant. Non, elle est gouverneure de la BCE, Banque centrale européenne, qui se trouve à Francfort, en Allemagne. Voilà ce qu'elle dit. Historiquement, l'obligation était, alors j'achève, de 2005 à la seconde où je vous parle, c'est devenu maintenant 50%, puisque la France est toujours généreuse, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'elle dit. Historiquement, l'obligation était de 65%. Elle est de 50% pour les deux zones économiques, puisqu'on a la BCAO et la BEAC. De 50% pour les deux zones économiques depuis 2005. En contrepartie, il y a une garantie de convertibilité que l'on accepte d'honorer. Je vous parlerai de la garantie plus tard. Et elle va plus loin. Elle dit, quand bien même nous les Français, on demande 50%, mais il y a des pays qui vont jusqu'à nous donner 90%. C'est ça, elle dit. La Banque des États de l'Afrique centrale place, par exemple, près de 90% de ses avoirs auprès du Trésor français. Évidemment, votre première réaction dit, mais c'est pas la peine pour ces Africains, on ne peut rien faire alors. On leur demande 50% et puis ils donnent 90%. C'est vrai, c'est la première réaction, mais retenez ceci. C'est justement quand on fait ça qu'on peut mourir au pouvoir.
Non seulement on peut mourir au pouvoir, mais on donnera comme héritage à son fils le pouvoir d'État. Surtout qu'il y a l'armée française qui est là. C'est ça qu'il faut savoir. Je continue. Parce que souvent, les gens sont là, ils vous mentent. Les hommes politiques, ils savent ça. Et qu'est-ce que la France fait avec l'argent des Africains? Voilà ce que nous dit Xavier de la Fournière. Il dit ceci: l'avantage que représente pour le Trésor français l'existence des soldes créditeurs au compte d'opération est réel. Cet avantage est réel. Car ils sont l'une des ressources qu'utilise le Trésor français pour financer l'achat qui résulte pour lui des découvertes d'exécution des lois de finances et de l'amortissement de la dette publique. En termes techniques, amortir une dette publique veut dire rembourser la dette. Donc, Xavier de la Fournière est en train de nous dire, c'est justement ce sont les devises des Africains, une partie, hein, c'est ça qui est utilisé pour payer une partie des dettes de la France. Mais il n'est pas le seul, je ne fais que citer deux. Voici ce que nous dit Jean-Noël Jeanninet. Il dit, lorsque les pays de la zone franc exportent vers l'étranger plus qu'ils n'importent, ils les procurent à la France des devises. Celles-ci, c'est-à-dire ces devises, lui sont utiles si dans le même temps sa propre balance de paiement avec l'étranger est déficitaire. C'est-à-dire, Xavier de la Fournière est en train de vous dire en termes simples que la France utilise les devises des Africains pour payer une partie de sa balance de paiement. La France officielle sait que des citoyens moyens que vous êtes, personne n'est au courant, à l'exclusion de 2 ou 3 personnes. Souvent on va dire l'immigration, par-ci, par-là, etc. Mais elle sait ce qu'il faut. Donc je continue. Ensuite, pour pouvoir, puisqu'on vous parle de la garantie, garantir une monnaie, il faut l'or et les devises. Mais l'accaparement des devises africaines, d'une part, et les stocks d'or que les Africains portent sont là pour garantir les francs CFA. C'est ça qui fait que la France fait partie des 4 premiers pays qui ont des stocks d'or plus importants. Je continue. Ensuite, la conversion, je vais aller plus loin. Bon, voilà le président Gbagbo qui dit ça. Bon, je vais continuer puisque... Alors, quelles sont les conséquences? Pour pouvoir importer les biens d'équipement, il faut avoir l'argent des autres qu'on appelle les devises. Vous voulez importer des machines à problème des États-Unis, mais les Américains n'ont pas besoin des francs CFA. Il faut avoir le dollar, il faut avoir le yen, etc. En un mot, les devises. Si les devises sont confisquées ici à Paris, l'évidence, on n'a pas besoin de faire l'économie, c'est que ces pays-là ne pourront pas s'industrialiser. Par voie de conséquence, ils ne peuvent pas se développer. Est-ce que vous voulez que je reprenne là? La conséquence, la première conséquence, le fait que depuis 1945 jusqu'à la seconde, je vous parle, les devises africaines sont confisquées par le trésor public français, ça veut dire mathématiquement ces pays-là sont dépouillés de leurs devises, par conséquent, ils ne peuvent pas s'industrialiser. Je continue. Je rappelle pour mémoire, le trésor public est l'expression financière de l'État. Je réponds. Quand on dit trésor public, ça veut dire c'est l'État français qui est en finance, en argent. C'est ce qu'on appelle le trésor public. Donc, l'argent qu'il verse, ce n'est pas dans la banque centrale, hein, mais il verse au trésor public. Continuons. Donc, je disais, si on avait ces devises, on pouvait, par exemple, acheter 2 millions de machines agricoles, et 1,4 million d'eau potable, etc. On pouvait faire beaucoup de choses, mais tout ça, on ne peut pas. Voilà Bongo qui dit que quand vous avez l'argent, vous déposez, ça vous rapporte des intérêts, les intérêts qu'il prend, c'est la France. Même chose ici, et ça, il faut que vous le sachiez, la France prend l'argent des Africains pour endetter les Africains. Je m'explique. Là, on va vous dire, je suis passé sur le cas du président Gbagbo, puisque je vous ai montré tout à l'heure que, voilà, il dit que les 2 zones d'émission de la BCAO et de la BIAC totalisaient à l'époque 14 000 milliards qui étaient dans le trésor public français.
Si les 14 000 milliards, on les place à 3%, ça rapporte 42, ça rapporte 420 milliards d'intérêts seulement. Et ce sont sur les intérêts, ces 420 millions d'intérêts, tambour battant, en mutant tous les journalistes. On va aider nos amis les Africains, c'est-à-dire on va leur prêter leur propre argent. Voilà la réalité. Donc on vous fera comprendre le citoyen moyen, ben non, les Africains nous coûtent cher, on passe notre temps à les aider, alors que c'est totalement le contraire. Mais on sait que ceux qui savent, c'est une petite poignée d'hommes, des femmes ici. Je continue. Ensuite, donc c'est ce que le président Gbagbo est en train de dire. Et il y a un autre système. On fait ce qu'on appelle les emprunts obligataires. C'est-à-dire, vous êtes une entreprise, vous avez besoin, par exemple, d'emprunter à 1000 milliards. Au lieu d'emprunter à une seule personne, vous émettez des bouts de papier qu'on appelle les obligations. Si une obligation coûte 100 € et que plusieurs personnes achètent, vous leur donnez vos papiers qu'on appelle des obligations et vous prenez l'argent. C'est ça qu'on appelle un emprunt obligataire. Mais ici, la France, elle est membre de la BCEAO. Donc, quand il y a des bénéfictions dégagées, elle emprunte à ces banques-là. C'est ce qu'on appelle un emprunt obligataire. C'est ce qui est écrit ici. Au 31 décembre 2006, un exemple. Le portefeuille en devise de la BCEAO comporte essentiellement des titres obligataires acquis et constitués en majorité des titres souverains émis par la France. Et ceci pour 888,9 milliards et ainsi de suite. Je passe sur les détails. J'aurais aimé vous parler longuement, mais on est limité dans le temps. Ensuite, donc ces emprunts obligataires-là, c'est ce que fait la France. Alors, si vous avez l'argent et que prioritairement vous devez aller alimenter les comptes d'opération, ça vous impose ce qu'on appelle une austérité budgétaire. Le budget, c'est deux parties. D'un côté, les recettes, de l'autre côté, les dépenses. Si vous avez 1000 comme recette et que vous dépensez 1000, 1000 moins 1000 égale 0, vous êtes en équilibre. Mais, si maintenant, parce que vous êtes rentré dans un club qu'on appelle le club qu'on appelle franc CFA, vous avez une recette de 1000 et que vous êtes obligé de donner ici et maintenant, je vous parle, la moitié de 1000, c'est-à-dire 500, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vos dépenses qui étaient de 1000 seront amputées de 1000, vous ne pourrez plus. Donc, vous êtes obligé de serrer la ceinture. Bien. Ensuite, voilà Ouattara qui dit que la majorité, etc., je passe. Maintenant, ce qu'il faut surtout savoir, c'est que les comptes d'opération sont une tragédie humaine. Pourquoi? Regardons ensemble. Il n'y a pas longtemps, on parlait de 14 000 milliards qui sont stockés ici. Le paysan moyen en Côte d'Ivoire, par exemple, que je connais, gagne par an 100 000 francs CFA. Si vous divisez les 14 000 milliards par 100 000, vous trouvez 140 millions de paysans qui sont littéralement privés de leurs revenus du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Quelqu'un qui est privé de ses revenus, on le tue. On le tue. Et on est étonné de voir des gens qui sont squelettiques comme ça. Je continue, puisque je sais que vous avez beaucoup de commentaires à faire. Donc, ensuite, je vous ai parlé maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous avez dit, mais pourquoi ils ne se révoltent pas? Mais ce sont des idiots. C'est vrai, vous avez le droit de penser comme ça, mais ce n'est pas toujours évident. Parce que tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contesté l'ordre économique, l'ordre monétaire établi d'une manière ou d'une autre, soit ils ont perdu le pouvoir, soit ils ont perdu la vie, ou les deux à la fois. C'est ça la tragédie que nous vivons avec la France. Il y en a qui sont étonnés de dire, mais la France, on commence à contester l'autorité de la France, parce que par là, souvent vous écoutez M. Macron. Mais vous croyez que les enfants africains qui sont nés dans les capitales, ou qui sont nés ici en France, qui sont nés aux États-Unis, vous croyez qu'ils ne sont pas sensibles à tout ça? On continue. Voilà Sékou Touré de la Guinée. Il a pris l'indépendance politique en 1958 et en même temps il a battu Monet. Eh bien, je ne vous fais pas un dessin, parce que vous le connaissez. Eh bien, le général de Gaulle lui a créé tous les problèmes du monde et malheureusement, bon, il a été obligé de se refermer sur lui-même et surtout combattre ceux qui jouent
en faveur de l'impérialisme, parce que c'était ça le vrai problème. Ensuite, il y a le cas du Niger avec Djibo Bakary, qui devait prendre le pouvoir d'État. Mais on a préféré, avec Jacques Foucault, tout ça, pour dire que, bon, il faut que ça soit plutôt Amani Diori, c'est-à-dire tous ceux qui sont en faveur du néocolonialisme. C'est la même chose pour le Mali. Modibo Keïta était une lumière. Très tôt, il a vu. Il a battu la monnaie du Mali. Mais toutes les tracasseries lui ont été créées. Et surtout avec la complicité de certains leaders africains, que je ne nommerai pas ici, pour ménager les susceptibilités. Et vers la fin, Modibo Keïta a été mis en prison. Il a été empoisonné en prison et il est mort en prison. Même chose pour Sylvanus Olympio du Togo, qui devait mettre au plus tard le 15 octobre 1963 sa monnaie sur la place publique, mais 2 jours avant, en 1963, le 13 janvier, il a été assassiné. Et ainsi de suite. Voilà François Ngata Tababa du Tchad. Il a été bombardé dans son palais par l'armée française et il est mort en prison. Il a été assassiné, etc. Voilà Kadhafi. Il ne s'agit pas ici pour moi de faire l'éloge d'un individu, etc. Mais Kadhafi avait dégagé tous les moyens pour pouvoir permettre à l'Afrique d'avoir une monnaie unique qu'on appelle le dinar or. Il avait dégagé tous les moyens. On a vu le danger venir parce que si la monnaie unique de l'Afrique apparaît, le franc CFA était fini. Eh bien, les dirigeants français et leurs alliés ont tout fait pour que ce monsieur-là soit assassiné. Même chose pour... C'est nous qu'on a assassiné. Oui? C'est nous qu'on a assassiné. C'est les Français qui ont assassiné Kadhafi. Oui. Bien, je vais continuer, vous allez avoir des questions. Même chose pour le président Gbagbo, qui vient maintenant d'être libéré tout récemment. Mais tout ça, parce qu'à un moment donné, il fallait... On a fermé toutes les banques. Quel était le but? Il fallait provoquer le soulèvement populaire de la population contre le président Gbagbo, qui avait déjà été démocratiquement élu en 2000 et qui devrait être réélu, ou du moins qui a même été réélu, mais Sarkozy et autres n'ont pas voulu. Et ça, il s'est rattrapé. Voilà les déclarations de Sarkozy. Voyez-vous, la situation, etc., bon, je passe sur le temps. Vous devez envoyer, etc., mais je vais aller plus loin. Il dit là, j'ai donné l'autorisation aux forces françaises d'exécuter ces opérations conjointement avec l'ONUCI pour obliger Gbagbo à laisser la place. Ensuite, il avoue lui-même, on a sorti Laurent Gbagbo, on a installé Alassane Ouattara. Tout ça au nom de la France. Parce que c'est le président français qui parle. On continue. Donc, ça, c'est pour dire quoi? Tant qu'il y a les comptes d'opération qui sont ouverts pour les Africains ici en France, quiconque prend le pouvoir d'État en Afrique francophone, où il y a le franc CFA, malheureusement, il doit accepter les desiderata de la France. Mais il ne va pas dire que nous sommes indépendants. Non. Je rappelle, pour ceux qui ont déjà oublié, le franc CFA s'est produit à Chamalières ici. C'est celui qui a l'âme monétaire qui commande le pays. Maintenant, ça c'est le principe de, qu'on appelle, de la centralisation des champs, qui en fait n'est rien d'autre que le clearing allemand. Deuxième principe, c'est ce qu'on appelle le principe de la libre convertibilité. Je vais aller plus vite. Ça veut dire quoi? Quiconque, on dit qu'une monnaie est convertie, ça veut dire que vous avez des dollars, non, des zéros, vous allez dans n'importe quel pays, vous sortez les dollars et les zéros, on vous convertit, ça on vous donne la monnaie du pays. Les dollars, même chose, et ainsi. Mais on vous dit le franc CFA est converti. Ce n'est pas vrai. Je vais gagner du temps. Le franc CFA n'est pas une monnaie convertie. Elle n'est convertie dans aucun pays du monde. Je précise. Le franc CFA n'est pas une monnaie convertie. Même pas en Afrique. Je reprends. Vous êtes, moi je suis de la Côte d'Ivoire. Vous prenez les francs CFA de la Côte d'Ivoire, c'est Bessiao. Je vais dans un autre pays en Afrique centrale, BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale.
Là-bas aussi, c'est le franc CFA. Je m'avais, je donne. Je m'avais fait le commerce. On dit non. Celui qui est au Cameroun, il va en Côte d'Ivoire, au Burkina, il sort ça, on dit non. En un mot, les francs CFA ne sont pas interchangeables entre eux. Je crois que parmi vous, il y a au moins un qui a fait l'expérience, il peut lever le doigt pour dire que le prof ne dit pas de bêtises. Oui? Bon, dans le débat, elle va témoigner. Donc, le franc CFA n'est pas une monnaie convertible. Si elle n'est pas convertible en Afrique, ce n'est pas en France qu'il va être convertible. Ce n'est pas en Angleterre. En un mot, le franc CFA n'est pas une monnaie convertible. Question fondamentale. Mais pourquoi parle-t-on de la convertibilité du franc CFA? Je vais vous dire la vérité. Le franc CFA est une monnaie, on parle de la convertibilité du franc CFA parce qu'il permet à la France de s'enrichir sans cause, c'est-à-dire sans avoir travaillé, et ceci sur le dos des Africains, et ceci en 4 occasions. La première occasion, quand les Africains vendent à l'extérieur, ils ont eu, admettons, 1000 milliards de dollars. C'est un exemple. Ils n'utilisent pas chez eux les dollars. Donc, il faut qu'ils les convertissent en francs CFA. Quel est le pays qui peut convertir en francs CFA? Il y a un seul, c'est la France. Donc, ils donnent à la France les 1000 milliards et la France a poussé sa machine qui se trouve à Chamalières et on lui fabrique des faux billets qu'on appelle les francs CFA. Ça, c'est la première occasion. Deuxième occasion, c'est ce qu'on appelle, donc quand ils ont, ça c'est l'exportation. Deuxième occasion, lorsque ils s'endettent. C'est-à-dire, ils s'en vont s'endetter, par exemple, auprès du Japon. Le Japon leur donne les yens. Ils s'en vont s'endetter auprès de n'importe quel pays. On leur donne la monnaie, c'est-à-dire les devises. Ils ont eu l'argent grâce à l'endettement. Mais ce sont des devises, c'est-à-dire des monnaies étrangères. Il faut les convertir en CFA. Il y a un pays, un seul, qui peut convertir l'argent obtenu grâce à l'endettement. Ce pays-là s'appelle la France. Deuxième occasion où la France s'enrichit sans avoir travaillé. Troisième occasion, les membres de la diaspora, tous les Africains, qu'ils soient en France, qu'ils soient dans toute l'Europe, en un mot, qui sont hors de la zone franc CFA, qui sont aux États-Unis, quand ils envoient l'argent à leurs parents, eh bien, par exemple, prenons le cas pour être précis, ceux qui sont aux États-Unis, s'ils envoient des dollars à leurs parents, les parents ne sont pas payés en dollars. Ils sont payés en CFA. Qui peut convertir en CFA? C'est la France. Donc la France prend tous ces apports-là, tous ces transferts de fonds de la diaspora, appuie sur sa machine et donne des CFA à ces pays, à ces destinataires-là. Ça, c'est la troisième occasion. Quatrième occasion, c'est ce qu'on appelle les dons et l'APD, c'est-à-dire l'aide publique au développement. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, un don, je fais exprès, ça peut être vous, mais il y a un donateur qui se trouve aux États-Unis. Il dit, je m'avais aidé la Côte d'Ivoire. Je donne 1 milliard de dollars. On dit, c'est bien d'avoir donné 1 milliard de dollars. Mais ici, on n'utilise pas les dollars. Donc, le milliard de dollars que je viens d'avoir grâce aux dons, je donne ça à la France appuie sur sa machine, et puis j'obtiens les CFA. Donc, à l'occasion des dons, maintenant, l'aide publique au développement. Vous connaissez très bien cette histoire-là. Voilà, on fait l'amour aux gens, donner. Mais tout ça, c'est fait en devise. Il faut convertir en CFA, c'est la France. Voilà les 4 moments où la France s'enrichit sans cause. Voilà pourquoi le principe de la convertibilité est maintenu. Sinon, ce n'est pas parce que le franc CFA est une monnaie convertible. Ensuite, ça me fait de la peine. Le troisième principe, ce qu'on appelle le principe de la fixité des parités. C'est-à-dire, 1 euro égale toujours et toujours 656 francs CFA au moment où nous parlons. Ça ne bouge pas. Donc on dit, bon, c'est une très bonne chose. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que, je vais citer quelques inconvénients, c'est tout. Parce que c'est un principe qui a pour but d'enrichir, ou du moins de protéger les exportateurs des capitaux de la zone franc CFA vers la zone euro. Prenons un exemple. Si un Français, il est, par exemple, en Côte d'Ivoire, il prend 56 millions de francs CFA et il exporte vers la France.
arriver ici, il faut que ça soit converti en euros. Donc ça sera comme un euro égale 656, on divise par 656 et ça fait l'équivalent de 1 million d'euros. Ça c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, si ce n'était pas fixe, il y a le principe de la fixité de parité, il y a le principe des champs inflexibles. Si on fait que, deuxième hypothèse, 1 euro, suivez-moi, 1 euro égale 50 000 francs CFA. 1 euro. Vous avez dit, mais professeur, vous n'exagérez pas. Vous avez des portables, vous pouvez vérifier. Ici et maintenant, la seconde où je vous parle, quand vous prenez 1 euro et que vous voulez avoir la monnaie de l'Iran, l'Iran qui fait peur à l'Occident, 1 euro égale, en arrondissant, 50 000 rials. Pourtant, le revenu par habitant de l'Iran n'a rien à voir avec Centrafrique, etc. Donc, si 1 euro égale 50 000 francs CFA, eh bien, les 656 millions divisé par 50 000, eh bien, ça donnerait pour cet exportateur quand même 13 120 euros. Donc, vous voyez bien, il avait eu 1000 euros. Deuxième hypothèse, il obtient 13 000. Quand vous faites la différence, il perd pratiquement 986 880 euros. Ça, ce n'est pas intéressant pour lui. Donc, l'État français qui protège, et c'est son droit, qui protège ses ressortissants qui sont en Afrique pour s'enrichir scandaleusement sur le dos des Africains, eh bien, il met ce système en place. C'est ce qu'on appelle le principe de la fixité des parités. Ça, c'est un des inconvénients majeurs. Deuxième inconvénient, puisque ces pays sont là-bas et que, à cause de ce principe, ils voient leur monnaie qui est artificiellement gonflée, des produits qui sont capables de produire eux-mêmes, comme le riz, etc., ils importent. Et ça leur est nuisible. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez bien que je peux continuer comme ça. Et il y a une programmation scientifique, des séries de dévaluations. Je vais passer dessus parce que malheureusement le temps s'en va. Voilà Jacques de la Rosière qui fait le panégyrique de ce principe de la fixité. Ensuite, quand vous voulez avoir une monnaie forte, il faut faire ce qu'on appelle la politique rigoureuse des monnaies, donc lever le taux d'intérêt. Et ainsi de suite. L'argent devient cher, il devient même inaccessible, etc. Donc, vous voyez bien que tout ça, ça va sur les Africains. Je passe rapidement. Et comme les Africains, et comme l'euro est une monnaie qui appartient à toute la zone euro, tous les pays, les 19 pays, donc ils revendiquent leur droit de regard sur les économies africaines au même titre que la France, puisque l'euro appartient non seulement à la France, mais aussi aux 19 pays européens, et ainsi de suite. Donc, après, on peut faire la dévaluation, mais on n'a pas le temps, malheureusement. Mais René Sédio, votre compatriote, il vous explique que ce n'est rien d'autre que des techniques mises en place pour appauvrir les pays qui subissent la dévaluation. Donc, je vais très vite. La question qui est posée, c'est de dire, bon, alors, pour qu'on puisse voir, voilà, Edouard Balladur, alors Premier ministre, il dit bien ceci. Le franc CFA a été dévalué le 12 janvier 1994 au Sénégal à l'instigation de la France parce qu'il nous a semblé que c'était la meilleure formule pour aider ces pays dans leur développement. Mais il va plus loin. Il dit, mais la monnaie n'est pas un sujet technique, mais politique qui touche à la souveraineté et à l'indépendance des nations. Autrement dit, puisque la monnaie est une expression de souveraineté, pourquoi lui qui est français, il s'en va dévaluer la monnaie des Africains? Il est en train de vous dire en des termes très clairs, sans aucune ambiguïté, que c'est que le professeur Abou est en train de vous dire que le franc CFA est une création de la France. Et que c'est par ça, comme dit François Hollande, on les maintient en captivité. Par voie de commande, nous les Français, nous, et c'est nous seuls qui devons dévaluer le franc CFA parce que c'est notre bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je continue, je passe sur les détails. Maintenant, la question centrale, c'est de dire, professeur, bon, il y a le dernier principe qu'on appelle le principe de la
libre transférabilité. Ça veut dire, quand vous avez l'argent, ceux qui sont en Afrique, ils peuvent transférer librement leurs capitaux, leurs investissements et tout ça sans problème. Et ceci, comme vous le savez, il y a eu le cas de Jérôme Cahuzac. Il a pris son propre argent, il est parti mettre à l'extérieur. Quand on l'a appris, vous avez vu ce qui lui est arrivé. Mais en Afrique, le principe de la libre transférabilité ne fait que légaliser la fuite des capitaux. C'est tout à fait normal. Et dans ces conditions-là, il est difficile, sinon presque impossible, de construire une épargne nationale, encore moins une épargne continentale. Et comme il n'y a pas d'épargne, ça veut dire quiconque prend le pouvoir d'État, il trouve la caisse vide. Parce que ce n'est pas seulement les Français, ce n'est pas seulement les Occidentaux qui font fuir l'argent. Mais ceux que le système a enrichis, qui sont donc les amis de ces capitalistes, ils font fuir l'argent. Du coup, quiconque, quelle que soit sa moralité, prend l'argent, prend le pouvoir d'État, il trouve les caisses vides et il est obligé d'aller s'endetter. Oh, je vous ai dit, quand il s'endette, l'endettement qu'il a obtenu en devise, qui va convertir en CFA, c'est la France. Donc c'est un système. C'est un système. Voilà. Donc je continue pour dire, bon, je peux passer sur les détails, hein, avec et tout ça, voilà, comme on appelle, Rachida Dati qui dit, bon, tout d'abord, l'impression du franc CFA doit quitter la France. C'est-à-dire, au lieu de l'imprimer à Chamali, il faut que ça rentre, il faut que ça se fasse en Afrique comme le Maroc le fait pour son dirham. Et cette monnaie change de nom. C'est ce qu'on essaie de faire tout récemment, etc. Qui nuit aussi bien à l'Afrique qu'à la France. Bref. Donc la question centrale, c'est de dire, mes profs, vous avez critiqué le cas, mais quelle est la solution? Les solutions existent, de notre point de vue. Il y en a 3. Sinon par extension 4 et même 5. Quelles sont ces 3 solutions? La première solution, c'est de battre monnaie. Battre monnaie veut dire, eh bien, aujourd'hui on parle de 54 pays africains, puisqu'ils souffrent tous d'un même mal. Eh bien, ils se réunissent, ils prennent la décision ensemble, j'insiste sur le mot ensemble, parce que pris individuellement, on va les tuer les uns après les autres. Donc, battre monnaie. Quand ils vont battre monnaie, eh bien, donc je cite les 4, il y a donc la maîtrise de la monnaie. Cette monnaie africaine va dormir dans une maison qu'on appelle la Banque centrale africaine. La Banque centrale africaine, ça veut dire, comme on aime tellement vous dire ça, quels sont les critères de convergence pour trouver la monnaie unique africaine? C'est très simple. Le premier critère de convergence, c'est d'abord, non seulement accepter, mais surtout, parce que c'est politique, surtout dire que si je rentre dans la zone MUA, c'est la monnaie unique africaine, eh bien, la décision pour battre la monnaie doit être d'ordre politique. Je m'explique. Prenez les 13 colonies anglaises aux États-Unis. Ils ont pris la décision. Quand ils ont eu leur indépendance vis-à-vis de l'Angleterre, ils ont pris la décision de battre le dollar. Parce qu'il y avait plusieurs monnaies. C'est une décision politique. Et maintenant, tous les autres pays qui viennent intégrer les États-Unis d'Amérique utilisent le dollar. Deuxième exemple. Nous avons le Canada. Le Canada, c'est 10 pays qu'on appelle 10 provinces. Ils ont pris la décision politique, c'est-à-dire les parlementaires. Et ils ont dit, le dollar canadien, c'est notre monnaie unique. Toutes les autres monnaies, on les a rejetées. Troisième exemple, il y a la Chine. Je rappelle, la Chine mourait de faim. Avant la prise de pouvoir par Mao et ses amis, en 1949, ils étaient moins de 500 millions de personnes. Et ils mouraient de faim. Ils mangeaient même de la chair humaine. Mais quand ils ont remporté la victoire, quand Mao et ses amis ont pris l'État, tout ça, ils ont fui vers Taïwan, etc. Ils ont battu la monnaie de la Chine, le yuan. Et ils ont mis en place la Banque populaire de la Chine. Et ils ont mis au travail les Chinois. Depuis 1949. Ouvrons les yeux. Qui finance le monde entier? Qui finance les États-Unis d'Amérique? C'est la Chine. Qui finance l'Union européenne? Même si ça peut choquer, c'est la Chine. En un mot, c'est la Chine qui finance aujourd'hui le monde entier.
c'est une grande puissance. Par commodité, on va dire, bon, ce sont les États-Unis qui sont la première puissance économique du monde. Nous sommes en l'an 2021. D'ici 9 ans, ouvrez les yeux. Je vous prête une longue vie. Vous verrez que la première puissance économique du monde, que personne ne pourra contester, c'est la Chine. Pourquoi? Parce que toutes les monnaies chinoises qui existaient, on les a balayées. Et par une décision politique, on a mis en place le yuan, qui fait travailler les Chinois. Parce que celui qui crée la richesse, c'est l'être humain. Mais l'être humain, il y a deux moyens pour le faire travailler. Premier moyen, on le met en esclavage et il travaille gratuitement. Deuxièmement, avec l'évolution de la mentalité, eh bien, on le paye et il travaille. C'est ça. Or, pour le travailler, comme je le dis, il faut maîtriser la monnaie. C'est ce que les Chinois ont fait. Maintenant, quatrième exemple, c'est la Suisse. Vous avez des portables, cherchez. En Suisse, il y avait 860 monnaies différentes. Je reprends, même si ça peut choquer. En Suisse, il y avait 860 monnaies différentes. Et il y avait 26 pays qu'on appelle 26 cantons. Les Suisses ont dit qu'il faut mettre fin à cette pagaille monétaire. Par une décision politique, ils ont mis en place le franc suisse, géré avec une rigueur. Aujourd'hui, la Suisse est devenue le centre d'attraction de toutes les épargnes individuelles et collectives. Voilà. Donc c'est une décision politique que les Africains doivent prendre pour pouvoir battre monnaie. Voilà pourquoi on a tendance, parce que la monnaie est un facteur d'unification. Voilà pourquoi on a tendance toujours à émietter les Africains qui ont été déjà mis en une poussière d'État microscopique en 1885. Toute tentative de rapprochement des Africains a toujours été combattue. Mais nous continuons de penser qu'il n'y a pas d'autre solution. Il faut battre la monnaie. Cette monnaie va dormir dans une maison qu'on appelle la Banque centrale. Maintenant, quand la monnaie unique africaine, elle est créée, elle sera garantie par la valeur synthétique des matières premières stratégiques que les Africains détiennent. L'or, le diamant, toutes les autres matières premières. C'est une décision politique. Ensuite, on peut dire tout ce qu'on veut, mais je vais aller très vite. Donc, une fois la monnaie unique africaine, elle est battue, eh bien, les banques centrales nationales seront membres de cette banque centrale africaine, comme ça s'est fait au niveau de l'Union européenne. Et on peut le faire parce qu'il ne suffit pas de recopier ce que les autres font. Il faut que les Africains prennent ce qui peut les arranger. Donc, voilà. Donc, première solution, c'est battre la monnaie, comme je l'ai dit. Deuxième solution, c'est l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation en Afrique de toutes les matières premières, agricoles, minières, minérales et énergétiques. Ça veut dire quoi concrètement? Il faut constitutionnaliser la transformation en Afrique de toutes ces matières premières. En d'autres termes, vous vous intéressez par exemple au coton du Burkina, eh bien, que vous soyez africain ou pas, vous installez votre usine qui va prendre le coton du Burkina, transformer et sortir les produits finis comme les habits. Nous savons objectivement, mathématiquement, que si vous faites ça, vous allez créer des emplois au Burkina. Et c'est les produits finis qu'on va exporter. C'est ça. Donc, ça c'est la solution. On dit la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. C'est vrai. Mais allez en Côte d'Ivoire, il y a combien d'usines qui transforment le cacao en produit fini? En un mot, on est en train de dire, les Africains hier, on les avait obligés à sortir du continent pour venir travailler gratuitement. On ne fera plus ça parce qu'on a trop échangé. Mais on va les maintenir chez eux. Ils vont constituer ce qu'on appelle une réserve de main-d'œuvre corvéable à perpétuité. Je reprends, même si ça peut déranger. Les Africains seront maintenus en captivité chez eux en Afrique, où ils vont travailler comme des bêtes et sommes. Et puis, café, cacao, dont nous les Européens, nous les Occidentaux avons besoin, on les met dans les bateaux et
on a le résultat. Parce que c'est démontré, le rendement de celui qui travaille en semi-liberté est plus élevé que celui qui travaille sous la chicotte. C'est un fils des paysans qui vous parle. C'est un fils des paysans qui vous parle. Donc je sais exactement ce que je dis, puisque j'ai vécu moi-même cela. Donc, ça veut dire quoi? Prenez un cas, vous allez tout de suite, vous prenez une tasse de café. J'ai fait toutes ces études-là. En moyenne, c'est 2 €. Vous demandez au barman, dans la tasse chaude, enfin dans la tasse où il y a l'eau chaude, vous avez mis combien de grammes de café? Je vous donne la réponse, c'est 8 grammes. Mais par commodité, on arrondit à 10 grammes. Ce qui veut dire, si le barman a vendu 1 kilo de poudre de café, c'est-à-dire 1000 grammes de poudre, divisé par 10, il a vendu 100 tasses. 100 tasses multipliées par 2 €, il récolte 200 €. Les 200 € payent qui? Et bien, puisqu'il est parti payer ça dans le magasin. Ensuite, bon, partons depuis, il est parti acheter, je vais plus vite, il est parti acheter le kilo de café, en Côte d'Ivoire par exemple, à 500 francs CFA, c'est-à-dire 0,76 €. Donc le commerce nord-sud dont on parle, que vous les Africains, restez chez vous, faites-nous le café, nous on le transforme en produit fini, le consommateur final sera vous, vous avez payé 200 €, sur les 200 €, en arrondissant par commodité, on vous donne 1 €. 200 moins 1 égale 2 égale 199 qui sont acquis à l'Europe dans ce cas d'espèce. Pourquoi? Parce que quand l'Européen prend son bateau, il va en Côte d'Ivoire, il va aller acheter cela. Quand il a pris le kilo de café, il faut qu'il arrive à couvrir, c'est-à-dire à payer l'assurance contre les pirates des mers. Qui travaille dedans? Ce sont les Européens. Je passe sur les détails, il arrive à Marseille, un peu partout, et bien tout ça, et jusqu'à il va mettre dans l'usine, Nestlé, etc. Qui travaille dans l'usine? Ce sont encore les 4 Européens. C'est de là, on met dans la poudre, ça sort de la machine. Quand ça sort de la machine, il faut mettre dans des emballages. Qui travaillent dans ces compagnies d'emballage? Ce sont les Européens. Et c'est là, emballé, on va trouver ça dans le supermarché, Carrefour, etc. Et c'est là le barman vient acheter pour aller s'enrichir. En un mot, ce que je suis en train de dire. Si les Africains prenaient, si on n'avait pas les dirigeants qui nous sont imposés, et disent, bon, voilà, on prend le café, le kilo de café, c'est une machine qui est implantée ici. On importe la machine, on l'implante par exemple en Côte d'Ivoire ou peu importe en Afrique, ça fait, la machine elle est neutre, elle fait exactement le même travail. Donc, si à la fin des fins, la machine a fait le travail, que tout a été emballé, on vous envoie. Et sur 200 €, on dit, bon, nous on a fait tout le travail, donnez-nous simplement 10 €. Vous suivez? Ou alors 20 €. Mais on va dire en moyenne 30 €. Prenez le reste. Sur les 30 € récoltés par l'État, l'État va, puisque l'État est gourmand, va prendre 20 € et il donne 10 € aux paysans. 10 €, ça fait 6 500. Le paysan à qui on donnait 100 francs CFA, du coup il se retrouve avec une grande richesse. Ses conditions de vie seront améliorées. Il peut même acheter des machines, soit tout seul ou bien ensemble, pour avoir les meilleures conditions de travail. Ce qui n'est pas le cas. Et ça ne peut pas être le cas. Pourquoi? Parce que ceux qui sont mis au pouvoir, ils détiennent leur pouvoir en général dans le cas d'espèce depuis l'Élysée. Ils sont les alliés objectifs du capitalisme dont nous parlons. Voilà la triste réalité. Alors, ça c'était la première solution. Je parlais de, comment on appelle, de la monnaie unique. Je vais très vite. Deuxième solution, c'est ce qu'on appelle l'industrialisation, c'est-à-dire la transformation locale, c'est-à-dire la transformation en Afrique des matières premières. En quoi? En produits finis. Et ça, si on le fait, ça va permettre aux Africains de satisfaire ce que nous appelons les 14 besoins essentiels, à savoir manger. Manger veut dire les industries alimentaires. Ça, c'est le premier besoin.
Deuxième besoin, ça veut dire boire de l'eau potable. Accéder à l'eau potable, à l'eau courante. On peut le faire. Troisièmement, il faut, quand vous mangez et que vous buvez, il faut s'habiller. Donc les industries de textile, on peut le faire. Quatrièmement, il faut dormir dans une maison potable, pour ne pas dire dans un logement décent. Il y a des millions, c'est des millions de bras, des main-d'œuvre qui sont en Afrique. On n'a pas besoin de venir ici. Ils viennent ici vous agacer parce que justement, ces choses élémentaires-là ne sont pas faites. Et surtout qu'on les encourage à ne pas le faire. Donc, construire des millions et des millions de logements. Cinquième besoin, dans ce logement, il faut mettre de l'énergie renouvelable. Le continent le plus enseigné au monde, c'est l'Afrique. L'énergie solaire n'est plus un problème technique. C'est une décision politique. Sixième besoin, ce sont les routes. Septième besoin, ce sont les transports collectifs et individuels. Huitième besoin, c'est l'éducation nationale. L'éducation nationale, faire en sorte que dans l'enseignement primaire, secondaire, il n'y ait pas plus de 30 élèves. On peut le faire. Parce qu'on a notre propre argent, on peut bien payer les enseignants. Je rappelle, la Corée du Sud, le métier le mieux en payé, c'est l'éducation. Après ça, on s'attaque à la santé. La santé, qui est le 9e besoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire ouvrir les centres de soins primaires dans les campagnes, ouvrir les dispensaires et les hôpitaux en ville, et y affecter le personnel soignant. Mais mieux, quand on va se soigner, on ne doit pas avoir peur de voir le médecin. Ça veut dire qu'on a la sécurité sociale. La sécurité sociale, vous savez que les Africains, ils sont très jeunes. Donc nécessairement, ça sera excédentaire. Et la santé, ça veut dire ouvrir les laboratoires pharmaceutiques pour que les médicaments essentiels soient produits en Afrique comme ça se fait en Inde par exemple. Ça c'est le 9e besoin. Le 10e besoin, c'est la sécurité. La sécurité, c'est-à-dire la défense et sécurité. Les Africains doivent apprendre à se défendre. Il ne s'agit pas d'aller agresser les gens, non. D'être simplement protégé. On peut le faire. C'est une orientation. Ensuite, je vais être très vite, il faut financer les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ensuite, la recherche et le développement. Et enfin, ce que je pourrais appeler la culture, les loisirs et le tourisme. Tout ça, on peut le faire, tout un problème d'argent. Encore faudrait-il avoir de l'argent. L'argent qu'on va mettre sur place pour nous-mêmes, pour nous les Africains. C'est ça. Donc, et enfin, financer l'Union africaine. Puisqu'on a notre propre argent, on peut financer l'Union africaine. Or, pour mémoire, l'Union africaine est financée à 87% par l'Union européenne. Ça veut dire, c'est un machin, comme dirait De Gaulle, qui est au service de l'impérialisme, qui ne peut rien faire. Parce que c'est la main qui donne, qui est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Ce sont des évidences. Bref, ça, on a vu la monnaie, l'industrialisation, et troisième solution, c'est ce que nous appelons l'État fédéral africain. Ça veut dire quoi? Je rappelle, pour ceux qui ont oublié, c'est en 1885 que les impérialistes ont fait de l'Afrique une poussière d'États microscopiques incapables de se défendre individuellement. Donc, les frontières héritées de la colonisation, pour nous, ne sont même pas valables. Nous sommes à une époque où on parle non seulement de la régionalisation des économies, mais on va même plus loin, de la continentalisation de l'économie. Je m'explique. Quand vous prenez les États-Unis d'Amérique, qui sont 50, ils sont unis au Canada et au Mexique. Ils forment l'ALENA, accord de libre-échange du continent américain. Tous les autres qui sont là, ils forment le Mercosur. Allons en Asie. La grande Chine, peuplée officiellement, je dis bien officiellement, de 1,4 milliard, se rapproche de l'ASEAN, formé de 10 pays.
c'est le plus grand marché qui puisse exister aujourd'hui. Ensuite, on va annoncer l'Australie à la fois un continent et un pays. Il y a l'Union européenne, enfin l'Europe. Même si beaucoup ne sont pas conscients. Mais compte tenu des Premières et Deuxième Guerres mondiales, on fait ce que vous voyez là. Mais les consultants de l'Europe, ils savent que l'Europe n'est rien du tout par rapport à sa population. Donc les Européens doivent s'unir. Donc les États-Unis d'Europe sont en train de se faire. Il reste une partie du globe. Maillon faible, c'est l'Afrique. Donc nous qui avons conscience de ça, nous disons les Africains n'ont pas d'autre choix, ni ce que pour leur propre survie, de s'unir. Et s'unir, on a parlé de 54 pays africains. Quelles sont les techniques? Le processus est le suivant. On prend simplement par une décision politique, mettre une ceinture politique autour de ces 54 pays africains et l'État fédéral africain est né. Et on va lui affecter 6 compétences. Lesquelles? Première compétence, l'État fédéral africain va gérer la monnaie unique africaine dont je viens de parler. Deuxième compétence, puisque tous les pays africains souffrent d'un même mal, absence de sécurité, c'est l'État fédéral africain qui va gérer la sécurité, donc la défense. Pour illustrer ce que j'ai dit, les 54 pays africains, s'ils s'amusent à s'attaquer à un petit pays qui s'appelle Rhode Island, qui n'a que 3000 km², s'ils s'attaquent à ce petit pays, eh bien, en moins d'un mois, ils seront tous balayés de la carte géographique du monde. Par qui? Par l'armée fédérale américaine. Parce que ce petit pays fait partie des 50 pays américains. Donc, ce sont des faits. Donc, les Africains doivent tirer des leçons et s'unir pour dire que pour notre propre survie, car l'impérialisme n'a pas d'état d'âme. Donc, il faut s'unir pour survivre. Donc, ça, c'est la deuxième compétence. La troisième compétence, puisque c'est le même pays, on a la même douane, on a les mêmes frontières. Troisième compétence, eh bien, ce sont les PTT. Quand vous écrivez aux États-Unis, c'est un seul thème. Donc, on aura les mêmes. Cinquième compétence, c'est la même politique étrangère. Donc, c'est la même diplomatie. Et enfin, sixième, l'État fédéral va veiller, va surveiller l'industrialisation de toutes les économies africaines. Nous sommes convaincus. Si nous faisons ça, l'Afrique d'aujourd'hui là va renaître de ses cendres et va retrouver plus tard son rayonnement d'antan. Ce qui nous amène à dire la quatrième solution. Je m'excuse de le dire rapidement. Bon, d'accord, on me fait signe qu'il est là, bientôt. Donc, rapidement, pour ceux qui ne le savent pas, l'être humain est descendu pour la première fois sur le continent et sur la terre par le continent africain. Ceux qui ne le savent pas, c'est le temps. J'ai tout ça. Je peux vous dire, ce que les Européens même disent maintenant, ce n'est plus un tabou. Et le passé glorieux de l'Afrique, il faut le ressusciter, c'est la solution anthropologique. Faire comprendre aux Africains que la pauvreté que vous connaissez n'est pas de la fatalité, etc. L'Afrique a dominé le monde pendant des millénaires. C'est l'Afrique qui a inventé l'écriture. C'est l'Afrique qui a inventé les mathématiques, les sciences ardues. Ceux qui ne le savent pas, je suis peiné de le dire. Si on avait le temps, j'allais vous montrer tout ça. Aujourd'hui, tout est là. Voilà. Et je termine en disant simplement que, en fait, nous pouvons connaître une meilleure situation dans le monde si certains prennent la décision de dire, en fait, il y a une partie de l'humanité qui souffre parce qu'il y a eu des agresseurs, parce qu'il y a des impérialismes, parce que ces gens-là ne veulent pas un changement. Mais qu'ils soient d'accord ou pas, l'Afrique doit absolument renaître de ses cendres. Je vous remercie.
Nicolas, on vous remercie parce que vraiment, vous avez fait un exposé merveilleux. C'est vrai qu'on est contraint par l'horaire parce que ces mesures de contrôle, de sécurité nous ont fait perdre une demi-heure. Mais ça ne vous empêche pas de faire le débat. Donc essayez d'avoir des questions courtes et Nicolas vous répondra. Donc, une, deux. Bonsoir. Pendant qu'il pose des questions, vous pouvez lire des temps. Oui, je remercie d'abord les Amis de la Liberté d'avoir organisé cette conférence, qui est pour moi d'une importance primordiale, surtout dans un pays comme la France. Et le paradoxe, nous ne sommes pas très nombreux ce soir. Donc le franc CFA, je supposais qu'il y aurait eu pas grand monde quand même, mais un peu plus quand même. Bon, je vais passer à autre chose. Je vous remercie, professeur. Vous avez brossé un tableau véridique de la situation de l'Afrique, en passant par le franc CFA et le parallèle entre l'Allemagne et puis la France. La France, bien sûr, a bien appris durant la période nazie pour ensuite imposer ces discriminations aux Africains. Et le problème qui se pose au niveau du franc CFA et de l'Afrique, ça me fait penser à... Oh, je la trouve. En fait, c'est votre question. Oui, alors ma question, à travers tout ça, ne pensez-vous pas, comme vous l'avez insinué tout à l'heure, qu'avec la Confédération des pays africains, que l'Afrique pourra reprendre une place très intéressante. Et si on a liquidé les chefs d'État qui ont levé le doigt et voulu monter la monnaie, jusqu'à Kadhafi, ne pensez-vous pas que l'Afrique pourrait reprendre sa place et peut-être faire de l'ombre aux grandes puissances qui essayent de dominer l'univers? Merci, c'est ce que j'ai dit. Hein. Allez-y, d'autres questions? Je suis un ami de la Côte d'Ivoire, j'y ai vécu, j'y ai travaillé, mais le temps, hélas, ne nous permet pas de développer certains arguments. Seulement une question. Donc, d'après vous, c'est le panafricanisme, la solution, qui, hélas, lors des indépendances, n'a pas marché, il y a 60 ans. Donc, il y a un optimisme, et je suis optimiste comme vous, j'espère que ça va marcher, mais il y a 60 ans, ça n'a pas marché. Cette carte... et puis ma question, c'est, quand j'habitais en Côte d'Ivoire, je travaillais à Cocody, vous savez de quoi je parle, et j'étais très proche du PIT, Parti ivoirien des travailleurs. Qu'est-ce qu'il est devenu ce parti? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. D'autres questions? Alors je précise un peu, on subit encore la crise sanitaire, hein, parce que les cinéphiles qui vont au cinéma, je peux vous dire qu'il y a des films intéressants, il y a 4 personnes dans la salle. C'est pas parce qu'ils ne vont plus au cinéma, c'est qu'ils ont peur d'y aller. Voilà. Donc... merci de cette présentation qui était très intéressante. Ma question, c'est que, comme vous avez exprimé avec toute on va dire, la subordination de l'Afrique par la France, avec le franc CFA qui lui permet en fait de la maintenir sous une coupe néocolonialiste, ma question c'est comment, on va dire, comment pourrait advenir une nouvelle Afrique qui puisse être panafricaine et être souveraine de sa propre monnaie, souveraine de ses différentes on va dire, institutions régaliennes, sachant que l'Europe et la France en particulier a un mode de vie aisé justement par un esclavage déguisé de l'Afrique. Et comment pourrait-elle, pour faire plus simple, on va dire, les Français... Continuez. Et comment dire,
la France actuellement vit un niveau de vie actuel grâce à l'esclavage de l'Afrique déguisé par un habillage monétaire. Si l'Afrique arrivait à une souveraineté économique, on va dire, la réponse de la France risquerait d'être terrible, vu que justement elle perdrait leur intérêt justement et sa supériorité pour pouvoir avoir ce niveau de richesse. Donc, voilà. D'autres questions? Bonsoir et merci pour votre intervention, c'était très intéressant. Je suis Dimitri et doctorant à l'Université de Nice. Je veux juste vous poser une question qui a un rapport avec le sommet qu'il y a eu entre la France et l'Afrique. Par contre, à ce sommet France-Afrique, les chefs d'État n'ont pas été invités. Et le débat qu'il y a eu, il n'y a pas de débat ou de thématique qui portait sur la monnaie ou encore sur l'intervention militaire de la France en Afrique. Donc, quelle lecture ou quel rapport pouvez-vous établir entre ce sommet France-Afrique où il y a eu uniquement comme invitation le président Macron et la jeunesse africaine à l'exclusion des chefs d'État et voilà, l'exclusion également de l'intervention militaire ou de la monnaie durant le sommet. Merci. D'autres? Ben Nicolas, Bien. la parole est à vous. Alors, le premier intervenant, il a confirmé ce que j'ai déjà dit, donc il n'y a pas de débat. Deuxièmement, il y a le deuxième intervenant qui demande qu'est-ce que le PIT de Francis Vaudier est devenu. Eh bien, il est ce qu'il est. Vous savez, tout parti politique. Le but de tout parti politique, c'est de grandir, prendre le pouvoir d'État. Le PIT, Parti ivoirien des travailleurs de Francis Vaudier, il est, ou alors tout parti politique, au lieu de grandir, il peut rester stationnaire ou même il peut mourir. Donc sur papier, le PIT existe. Mais ça ne fait pas long feu. C'est tout. Maintenant, l'autre intervenant... Le panafricanisme qui n'a pas marché... Bien, le panafricanisme qui n'a pas marché, vous le savez, l'ennemi sempiternel ne laisse pas l'Afrique tranquille. Vous savez très bien que Kwame Nkrumah, qui a été le père même du panafricanisme, comment il a été exécuté. Bon, bref, ce que je suis en train de dire, même si le panafricanisme n'a pas marché, mais nous n'avons pas d'autre choix. Nous, les Africains, là, nous n'avons pas d'autre choix que de faire le panafricanisme. Pourquoi? Parce que partout, nous voyons les grands groupes qui se forment. Je vous ai cité, je ne vais pas revenir dessus. Donc, si hier, ça n'avait pas marché, nous avons eu beaucoup d'espoir parce que les jeunes Africains ne sont plus ceux d'hier. Vous avez compris? Voilà. Donc, l'espoir est permis. L'espoir est permis parce qu'il y a des brillants cerveaux qui se forment. S'ils se forment ici, en France, dans toute l'Europe, aux États-Unis, un peu partout, le monde est ouvert. Donc, ce n'est pas parce que le panafricanisme n'a pas marché hier qu'il faut l'abandonner. Je dis bien, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, parce que devant un grand groupe, qu'est-ce qu'un pays, fut-il le Nigeria, vous m'écoutez s'il vous plaît? Un grand pays comme le Niger, fut-il le Nigeria, qu'est-ce qu'il peut faire devant l'Union européenne? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il peut faire devant les États-Unis d'Amérique? Rien du tout. Nous ne pouvons pas faire autre chose que de nous unir. Donc, c'est ça qui est la solution qui s'impose à nous. Bien. Ensuite, l'autre demande comment les Africains peuvent évoluer malgré l'opposition de la France, en d'autres termes. Eh bien, nous disons simplement que la France finira par comprendre qu'un jour, il vaut mieux avoir affaire à des partenaires économiquement solvables plutôt que d'avoir à des bras faméliques. Il vaut mieux composer avec des gens qui sont économiquement solvables.
une Afrique développée, le premier pays qui va en bénéficier, c'est la France. Qu'elle le comprenne tout de suite, tant mieux. Mais si elle ne le comprend pas comme elle est en train de le faire, ça lui sera imposé. Je reprends, je donne un exemple. La France a sa place là-bas, c'est elle qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Comme elle est en train de faire ce qu'il ne faut pas faire, que font les Africains? Prenons le cas de Centrafrique. Ils sont partis prendre, comment on appelle, l'armée soviétique là-bas. Même chose pour le Mali, et ainsi de suite. En un mot, c'est à la France de comprendre que les Africains, quelle place pour diriger d'autres Africains, ça là, on connaît maintenant le secret. C'est ce qu'on appelle, chers frères, la politique du troisième homme. La politique du troisième homme consiste, pour le premier homme envahisseur, dans ce cas d'espèce, la France, envahir le deuxième homme, ce sont les millions d'Africains, mais pour y parvenir, il faut utiliser un troisième homme qui appuie sur la gâchette, c'est-à-dire une petite minorité d'Africains à conscience éteinte. C'est ça. Les Africains ont compris ça. Les Africains ont compris ça. Donc si la France continue de miser sur ça, elle sera surprise. Elle sera surprise. Vous avez vu les Africains qui quittent l'Afrique, qui s'en vont marcher dans le désert africain, quitte à mourir là-bas, qui s'en vont se faire esclaves volontaires dans les pays arabo-musulmans, qui s'en vont mourir dans les océans. Comprenez une chose. Ça veut dire le moment arrive où les Africains, puisque tout est barricadé ici, les Africains, surtout les jeunes, vont comprendre que le débat, le combat, le vrai combat de libération va se mener non pas hors de l'Afrique, mais en Afrique même. C'est ça qui est en cours. Moi, je vous informe. C'est ça. Donc, à la fin de comprendre qu'il vaut mieux changer de politique. Prendre des individus, aller les placer, et puis, on sait très bien, ça veut dire que l'individu, peu importe qu'il soit du Sénégal, etc., que la France a placé ça, a placé à la tête du pays, nécessairement, il va bénéficier puisqu'il va rembourser. Tout ça, on connaît maintenant. Et n'oublions pas une chose, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Hier, c'était la télévision unique. Maintenant, c'est partout. L'information est démocratisée. Donc, il y a un éveil accéléré de conscience. Donc, que la France ne mise pas sur cette politique-là, mais qu'elle comprenne qu'il vaut mieux avoir affaire à des gens qui sont économiquement solvables plutôt que d'avoir des gens qui sont faméliques. C'est ça. Enfin, j'ai fini avec l'autre. Il me demande les chefs d'État africains qui n'ont pas été invités par M. Macron, etc. Je crois que vous avez entendu la réponse de M. Mélenchon. Que M. Macron joue un jeu extrêmement dangereux. Lui, il pense que les Africains sont tellement naïfs, il peut prendre n'importe qui et dire que bon, il concile la population civile, etc. Non, c'est pas comme ça. Il fait ça parce qu'il prépare les élections, c'est son droit. Mais c'est la mauvaise méthode. Pourquoi? Parce que les Africains sont révoltés dans leur cœur là-bas. On dit, mais ce petit-là, il nous prend pour qui? C'est jeune qu'il a sélectionné là. C'est lui qui va maintenant parler au nom de l'Afrique, de la population civile. Le président Macron doit faire de la politique étrangère. S'il ne sait pas ça, allez lui dire ça. Mais même si on ne lui dit pas ça, de toute façon, il n'aura pas ce qu'il demande. Parce que ces jeunes qu'il a récoltés de gauche à droite, tout ça là, ils ne représentent pas l'Afrique. Ils ne représentent pas l'Afrique. Vous avez compris? Donc, ne vous inquiétez pas. Nous sommes en train de dire à la France de se réveiller. Ne pas toujours comprendre que les Africains sont toujours des bébés. Non. Pour mémoire. Hier, moi, j'étais parmi ceux-là à qui on donnait des coups de chicotte. Parce qu'on ne sait pas parler la langue française. Vous êtes jeune, donc vous ne comprenez peut-être pas ce que j'ai dit, mais même si vous n'avez pas vécu, je sais, et vous pouvez comprendre ça. Au village, on nous chicotait. Pourquoi tu ne parles pas ta langue, pourquoi tu parles pas le français?
Mais entre hier et aujourd'hui, celui qui ne savait pas s'exprimer en français se retrouve parmi les Français. Il enseigne dans la langue française des matières ardues comme les mathématiques, etc. aux Français. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et je ne suis pas seul. Il y en a plein aux États-Unis, partout. Donc l'Afrique change. C'est ça que la France doit comprendre. Le plus tôt, c'est le mieux pour la France. Mais quand vous humiliez quelqu'un, vous ne savez pas comment il va agir. Et la France est en train de perdre sa place, alors que nous, on aimerait bien commercer avec les Français normalement. On fait la différence entre le français moyen qui est là et le français politique qui regarde toujours du haut les Africains. C'est pas bien. Voilà. Je crois que oui. D'autres questions? Une dernière question. Merci. Bon, juste d'abord une observation, c'est que il y a beaucoup de Français qui sont intéressés à la question également, qui défendent également l'environnement et qui partent en Afrique, et qui réalisent en fait que généralement ils se font capturer là-bas avec la complicité de l'État français, parce qu'il y a des choses qu'on dévoile. Donc je dis, même les Français qui vont en Afrique et qui dévoilent ou découvrent ce qu'ils arrivent à faire, ou d'autres multinationales, se font capturer et se font assassiner. Je dis bien des Français qui vont en Afrique, dans des entreprises multinationales ou pour dénoncer des associations de défense des droits de l'homme ou de l'environnement, ils se font assassiner avec la complicité de l'État français. Bon. Quelle est la question? Comme je l'ai dit, ma question c'est quel rapport pouvez-vous faire entre, on va dire, l'État britannique, qui également a eu des colonies comme la France, les rapports qu'il y a eu entre l'État britannique et les pays, on va dire, la common law, et généralement, il y a, on va dire, en termes de commerce, il y a une forme de commerce qu'on pourrait dire presque équitable, et les rapports qu'il y a entre la France et les colonies françaises, bon, on va dire les anciennes colonies françaises. Bien. Voilà, encore une question, là, monsieur. Oui. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un pays qui est un peu leader pour le regroupement justement de ces pays d'Afrique, un petit peu le rôle qu'avait Kadhafi avant qu'on décide de le supprimer? Bon, je n'ai pas compris. Non, il voulait demander s'il y a un pays leader qui peut faire ce rassemblement africain. Il y a eu le Kadhafi qui avait essayé de tenter. Donc, est-ce qu'il y a un pays qui résurge? Très bien. Allez, je réponds à cette question. Pour le moment, le pays qui émerge et qui est pays leader, pour le moment, on n'en voit pas. Mais nous ne sommes pas désespérés. Nécessairement, on en aura. Nécessairement. Voilà. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, lui, il parlait de... Je ne sais plus... La colonisation britannique. Oui, les colonisations britanniques et les colonisations françaises, etc. Ce qu'il faut déjà constater. La Grande-Bretagne s'est retirée. Ou du moins, elle a modernisé sa relation diplomatique avec les pays, ou du moins ses anciennes colonies. C'est aussi simple que ça. C'est à la France. Et à la France seule de comprendre que si demain elle ne veut pas se faire éjecter, elle ne veut pas se faire chasser de la France et de l'Afrique, il faut qu'elle comprenne que les choses changent. Et les choses changeront. C'est très simple. On n'a pas à lui imposer, mais c'est à elle. C'est à elle seule de comprendre. Donc, je termine en disant, je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Dont le pays frontalier est le Ghana. L'Angleterre n'intervient pas au Ghana. Or, la France est omniprésente en Côte d'Ivoire. Et elle fait ça partout. Mais un moment viendra, tous les Africains vont se révolter. Ça a déjà commencé, mais elle ne se rend pas compte. Le petit Macron, on croyait qu'avec la fraîcheur de son âge, il allait comprendre ça. Mais il fait semblant. Il fait semblant. Mais les Africains ne sont pas naïfs. Hein. Donc, je vais terminer en émettant une prière.
qui consiste à dire nous faisons désormais la différence entre l'État français officiel et le citoyen moyen français. Tous les Africains savent ça. Il y a des mariages mixtes qui se font. Alors, donc ce n'est pas le citoyen moyen. Du citoyen moyen, chacun il a ses idées, etc. Mais nous sommes en train de dire à l'État français, pour conserver sa présence en Afrique, il faut que cet État français change radicalement sa position. Que font là-bas les bases militaires? Nous avons compris que ces bases militaires sont là pour pouvoir imposer des régimes dictatoriaux. Le cas récent, c'est celui de la Côte d'Ivoire. C'est ce que Sarkozy vient de dire, et ainsi de suite. Donc, la question centrale qui est dedans, est-ce que la France invite ces jeunes Africains à l'extrémisme que nous déplorons tous? Je réponds. Est-ce que l'État français, dans son action actuelle, dans sa façon de mépriser les Africains en Afrique subsaharienne, est-ce que l'État français n'est pas conscient qu'il est en train de s'aimer le germe de la violence, de l'extrémisme dans le cœur de ces jeunes Africains? Voilà la question. Parce que quand la France officielle va en Afrique du Nord, elle marche sur la pointe des pieds. Chaque mot prononcé est examiné avec à la loupe. Mais dès qu'elle arrive en Afrique subsaharienne, c'est fini, elle est en terrain conquis, elle dit n'importe quoi. Les derniers exemples parmi tant d'autres, Sarkozy qui va dire au Sénégal, dans l'amphithéâtre Cheikh Anta Diop, l'Afrique n'est jamais sortie, n'est pas suffisamment rentrée dans l'histoire. Hein? Bon. Si l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, où l'histoire de l'humanité a commencé, si ce n'est pas en Afrique, pour moi, personnellement, ça ne m'a rien dit parce que ça veut dire qu'il a avoué au monde entier qu'il est ignorant en histoire. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, je n'en fais pas un problème. Mais je termine en disant aux amis français que les Africains que vous voyez là, ils sont bons de cœur. Ils ne sont pas violents. Mais il ne faut pas les obliger à rendre violents. C'est ça le message. Quand vous méprisez quelqu'un, vous êtes en train de lui dire d'être violent. Donc de revendiquer, ou du moins de répliquer. Et ça, nous n'en voulons pas. Il est temps que la France officielle, j'insiste sur le mot, la France officielle comprenne ça. Je vous remercie. Voilà. On va arrêter parce que... Tout petit parce que normalement on doit quitter la salle à 20h30. Moi je voudrais quand même vous remercier pour votre exposé qui était très instructif, mais je voudrais apporter plus une remarque critique qu'une question. Pour moi, je pense que les solutions que vous apportez sont assez naïves, ou du moins qui n'aillent pas assez loin. Je pense qu'il ne suffira pas de demander à l'État français de bien vouloir bouger. Il faudra en fait l'avoir par un rapport de force très clair. Nous, on a rencontré, avec d'autres camarades de la jeunesse communiste, des étudiants du Burkina Faso, mais aussi du Tchad, qui est politisé, très sérieux sur leurs engagements, et où on a pu échanger avec eux sur la nécessité d'avoir une dynamique politique pour changer ça, parce que ça ne suffira pas d'avoir juste un panafricanisme, surtout que si on a quelque chose, un modèle, vous avez parlé des unions régionales comme le Mercosur ou la CESAN en Indonésie, ou encore l'Union européenne. Nous, ce qui nous fait peur, c'est que ça devienne un impérialisme nouveau, comme avec un pays qui prend le leadership sur les autres, comme l'Allemagne vis-à-vis de l'Union européenne, et qui en fait recrée finalement un autre impérialisme. Donc ça serait juste changer de maître, et ça c'est un problème. Comme nous disaient les étudiants burkinabés, ils sont conscients que la bourgeoisie qui exploite l'Afrique est la même qui exploite les travailleurs français, et que c'est en ça qu'on doit chercher une solution, pas en opposant des peuples, mais plutôt en combattant le même système qui les exploite et qui les oppresse. Je pense que c'est plus sur cette ligne-là qu'il faut aller chercher une position
politiques et des choix à mener, notamment en s'engageant du point de vue africain sur l'héritage politique de Thomas Sankara ou d'autres leaders qui ont montré une voie à suivre et qui sont fait cracher dessus par les leaders africains subventionnés, c'est un euphémisme, par les puissances occidentales qui n'ont pas suivi le mouvement de révolution en Afrique. Merci. Non, c'est un commentaire, ajouter, hein. c'est bon, Voilà. C'est un point de vue que je respecte. Voilà. C'est tout. Mais on continuera le débat, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Parce que la France est en train de perdre pas mal de place, parce qu'il y a quand même la Chine et la Russie qui interviennent en Afrique d'une façon intelligente. Oui, c'est Moins les Russes, mais beaucoup plus les Chinois. Voilà. Voilà, je vous remercie.